À quels enjeux répond le bâtiment bas carbone ? La réponse dans Bâtiment du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Dans ce nouvel épisode, Sabine Guettadeno, directrice exécutive R&D, innovation et RSE chez Gecina, nous apporte sa vision d'un secteur foncier plus durable et responsable. Comment rénover une structure en limitant ses émissions de CO2 ? Que met en place Gecina pour aller dans le sens de l'économie circulaire ? Ou encore, quel rôle joue l'innovation dans la ville de demain ? Sabine nous explique pourquoi travailler ensemble est la clé pour atteindre la neutralité carbone. Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Sabine. Bonjour Laurent. Alors Sabine, merci de m'accueillir ici au cœur de Paris. Tu es directrice exécutive R&D, innovation et RSE chez Gecina, leader des sociétés foncières en Europe. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton cœur de métier, le cœur d'activité de Gecina ? Gecina, nous sommes une foncière opérante. Ouais. Donc concrètement, nous sommes propriétaires d'actifs immobiliers et nous assurons la relation directe avec le client. Donc nous ne la déléguons pas à des sociétés extérieures. Concrètement, nous avons pour 20 milliards d'actifs immobiliers, 80% sont des actifs tertiaires de bureaux. À Paris essentiellement ? Essentiellement en Île-de-France et très majoritairement dans Paris intramuros. Et nous avons également des logements, j'allais dire classiques, situés aussi majoritairement aujourd'hui en Île-de-France, et des résidences étudiants également. Logement privé, logement collectif étudiant, bureau, tu l'as évoqué. Merci pour ces explications. Quand on porte 20 milliards d'actifs, c'est ça, en foncier ? Oui. J'imagine qu'on a une responsabilité également sur le bas carbone. Alors, on le sait, l'heure est au zéro carbone et le bâtiment est un secteur qui se transforme avec de nouvelles réglementations, de nouvelles normes. Aujourd'hui, on parle de bâtiment bas carbone. En quoi ça consiste et pourquoi c'est important d'aller vers cet objectif ? Alors, avant de parler spécifiquement du bâtiment bas carbone, là où tu as raison, Laurent, c'est que le secteur d'activité, c'est-à-dire le secteur immobilier, est un secteur qui a en effet une responsabilité parce que c'est un secteur qui consomme 40% en fait, des consommations d'énergie, 25% des émissions de gaz à effet de serre, 65% des déchets qui sont produits. Et encore, je ne parle pas des sujets d'artificialisation des sols. Donc, en effet, le secteur de l'immobilier en tant que tel a une responsabilité et était considéré comme un secteur à impact. Et d'ailleurs, à ce titre-là, chez Gecina, nous travaillons très fortement les sujets du carbone, en effet, et on va y revenir, mais aussi de la biodiversité, mais aussi d'économie circulaire et du bien-vivre qui accompagne nos clients, nos locataires. C'est d'ailleurs les 4 piliers, je crois, de chez Gecina. Exactement. Ce sont les 4 piliers que nous travaillons fortement. Et pour revenir sur ta question, donc en tout cas, nous, Gecina, le sujet du carbone, on le traite surtout à 2 niveaux. Le premier, alors j'aurais dû le préciser, dans la mesure où nous sommes une foncière, nous sommes un propriétaire immobilier. Nous, d'abord, nous exploitons des immeubles, nous les gérons. Donc, nous avons des émissions de gaz à effet de serre dans l'exploitation, la vie de l'immeuble. Et donc, à ce titre-là, on avait déjà enclenché une politique. Et entre 2008 et 2021, c'est déjà de 61% que nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre en exploitation. Et puis l'autre source d'émissions de gaz à effet de serre dans notre secteur, c'est les rénovations. Nous travaillons sur du patrimoine existant, donc nous ne produisons pas de bâtiments neufs, mais par contre nous rénovons du patrimoine existant. Et ça peut même donner lieu à des permis de construire tellement les rénovations peuvent être lourdes. Et auquel cas, nous mesurons les émissions de gaz à effet de serre de nos chantiers. Donc, on parle donc d'un objectif zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. Je crois deviner, puisque tu es en rénovation, d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on n'abat pas un bâtiment, on le rénove, on le retravaille. C'est ça l'idée ? On vient lui apporter finalement une nouvelle jeunesse ? Alors, il faut bien serrer les sujets. Je le disais, il y a l'économie circulaire, on la retrouve surtout dans l'économie de gaz à effet de serre que l'on peut faire sur le chantier. C'est-à-dire que si, en effet, dans mes chantiers, autant que de possible, j'utilise des matériaux issus du réemploi, ou quand je déconstruis, je récupère les matériaux et je les remets sur le marché, je deviens fournisseur de matériaux issus du réemploi, je vais limiter les émissions de gaz à effet de serre de mon chantier. Et ça, c'est une politique que nous avons engagée depuis plusieurs années aujourd'hui. Et concrètement, si je prends un chantier comme le 75 avenue de la Grande Armée à Paris, un immeuble qui s'appelle le Live, aujourd'hui, c'est plus de 100 tonnes de matériaux qui ont été récupérés, réemployés, réutilisés. Très bien, c'est concret, ouais. Actuellement, nous travaillons sur un chantier qui s'appelle le Mondo, qui est rue de Courcelles aussi à Paris. C'est plus de 260 tonnes, cette fois, de matériaux réutilisés, réemployés, etc.
Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, donc, comme je vous le disais, il y a les sujets d'émissions de gaz à effet de serre en exploitation. Et en effet, comme nous avons réduit de plus de 60% nos émissions de gaz à effet de serre en 12 ans, on s'est dit que finalement, puisqu'on avait fait plus de la moitié du chemin, peut-être que sur à peu près la même période, à peu près en 10 ans, en moins de 10 ans, on pouvait faire l'autre moitié du chemin. Et c'est la raison pour laquelle, alors que jusqu'à 2020, on avait pour objectif d'aller chercher la neutralité carbone en 2050, nous avons décidé d'anticiper de 20 ans cet objectif de recherche de la neutralité carbone, mais en exploitation, je le précise, parce qu'avoir zéro carbone sur un chantier, c'est quand même là extrêmement compliqué. C'est un peu compliqué, effectivement. Alors, ce que je comprends, c'est que la question ne se pose plus, tu l'as affirmé, aussi bien pour la planète que pour améliorer l'efficacité et le confort des bâtiments. Ils doivent se transformer, comme tu l'évoquais. Quand on parle d'augmentation des performances, est-ce qu'on parle d'innovation ? C'est-à-dire, est-ce que le bâtiment intelligent, c'est le bâtiment d'aujourd'hui ou c'est le bâtiment de demain ? Alors, dès qu'on est sur des sujets de toutes les manières de développement durable au sens large, de responsabilité sociétale, on est dans des logiques où finalement... Pourquoi on parle de ces sujets-là ? Parce que le modèle de société dans lequel nous sommes est trop consommateur, surconsommateur de ressources dans la façon dont on produit, on consomme, on exploite, etc. Donc, de toutes les manières, on est obligé de réinventer la façon dont on produit, la façon dont on consomme, la façon dont on exploite nos immeubles, etc. Et la façon dont on implique aussi peut-être les collaborateurs. Et on est obligé de tout réinventer. Donc l'innovation, c'est pas de l'innovation pour de l'innovation, c'est de l'innovation à tous les coins de rue, j'allais dire, pour effectivement accélérer cette transformation pour sauver notre planète. Donc, en effet, l'immeuble d'aujourd'hui, de demain, tout ça se mélange. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui pour qu'on aille vite sur cette transformation. Ces solutions, elles peuvent être d'ordre technique, avec un meilleur pilotage des immeubles, et la technologie nous permet ça. Elles peuvent être sur le bâti, le choix des matériaux biosourcés, des matériaux actifs. Donc, il y a plein de choses qui existent en termes d'innovation. L'innovation, elle peut être en effet dans la relation avec le client, comment j'incentive mon client, comment il a peut-être des bonus ou pas, à être plus vertueux. Donc on peut imaginer plein de choses. Et puis, comme tu le disais, le collaborateur. L'innovation, elle peut être aussi avec le collaborateur. Nous, typiquement, chez Gecina, nous avons mis en place un système de taxe carbone interne, c'est-à-dire tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Nous taxons toutes nos émissions de gaz à effet de serre, qu'elles soient en exploitation, qu'elles soient issues du chantier, etc. Donc cet argent, nous le récupérons, mais pour le remettre à disposition des collaborateurs, j'allais dire, innovant. On dit cet argent, vous le remet à disposition pour tout collaborateur qui viendrait dans son projet nous proposer des solutions qui vont nous permettre d'accélérer notre décarbonation, d'accélérer notre empreinte environnementale positive. Et donc, en fait, on a mis en place un système d'innovation bottom-up avec une sorte d'ingénierie carbono-financière associée. Et ce qui est vachement chouette, c'est que globalement, ça permet aussi de travailler la fierté d'appartenance du collaborateur qui se dit, tiens, finalement, dans cette entreprise, il y a aussi cette possibilité d'agir, moi, en tant que collaborateur, sur cet objectif. En fait, sur tous ces sujets, l'intelligence ne peut être que collective. Personne n'a la réponse. Il n'y a pas une réponse, il y a une série de réflexion et d'action. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les collaborateurs. Chez nous, le collaborateur doit être acteur, non seulement avec ce que je viens de vous citer, mais également, par exemple, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Startup Flow, où l'ensemble des collaborateurs peuvent venir poster les solutions innovantes qu'ils ont trouvées, les sociétés innovantes qu'ils ont trouvées, les commenter, en disant on a travaillé avec, ça s'est bien passé, pas bien passé, on vous recommande pas, etc. Et donc on a un flow comme ça qui est partagé avec l'ensemble des collaborateurs. Mais ça sort aussi de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a mis en place une politique d'open innovation. Nous avons mis plus de 22 millions d'euros dans des fonds d'investissement innovation autour de la ville bas carbone, autour de la PropTech, etc. Nous travaillons avec un accélérateur de start-up qui s'appelle le Wilco aussi, qui nous fait vraiment monter, j'allais dire, en connaissance, en compétence sur l'impact que vont avoir aussi les technologies ou les organisations de nos entreprises pour répondre à ces performances-là. Et puis aussi, on pense souvent aux startups quand on parle d'innovation. La PropTech, c'est ça ? Oui, mais la réalité, c'est que oui, évidemment, cette réponse est importante, mais les grands acteurs sont importants aussi. Les grands faiseurs travaillent beaucoup sur des sujets de recherche. Et donc, on a mis en place chez nous ce qu'on appelle des learning expeditions, mais c'est des relations un peu privilégiées avec quelques acteurs. On se rend compte, j'allais dire en dehors du business finalement,
pour partager sur nos enjeux et nos besoins en termes de recherche ou les besoins en termes d'innovation. Et donc, on va le faire avec, je peux prendre quelques exemples, comme Saint-Gobain, comme Schneider, comme des Bouygues Energy Services, etc., et plein d'autres. Et parce que vraiment, on considère que l'intelligence, elle est collective. Elle est collective. Et d'ailleurs, là, on parle du carbone, mais cette intelligence collective, on la retrouve aussi à travers cette initiative que vous connaissez peut-être, qui est le booster du réemploi des matériaux, où les acteurs de l'immobilier se sont fédérés pour réfléchir à comment on pouvait transformer notre filière en réintégrant davantage de matériaux issus de réemploi dans la façon dont on traite nos chantiers. Cette intelligence collective, on la retrouve aussi dans une initiative que j'ai lancée qui s'appelle BIG, qui est le Biodiversity Impulsion Group, où on a fédéré des acteurs de l'immobilier aussi pour réfléchir à notre impact dans nos métiers en termes de biodiversité. Ce serait quoi une empreinte biodiversité d'un projet immobilier? Comment se fixer une trajectoire biodiversité d'un projet immobilier? C'est une sorte de think tank, finalement. Alors, c'est plus qu'un think tank, ce serait peut-être un do tank, parce qu'à un moment donné, on est dans l'action. Mais par contre, ce que je trouve assez intéressant et qu'on voit vraiment émerger de façon très très forte, c'est que ces sujets sont plus grands que nous. Ces sujets ne sont pas des sujets de facteurs différenciants, mais vraiment de transformation de filière. Et donc, on voit des modèles que moi je qualifie de modèles de coopétition, c'est-à-dire qu'avec des acteurs concurrents qui sont en général des compétiteurs, des concurrents. Sur ces sujets-là, on va coopérer. Bien sûr. Parce qu'il est plus important que tout qu'on coopère et de façon à accélérer en effet cette transformation. Merci Sabine pour toutes ces précisions qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux du bâtiment finalement et également de Gecina. Alors on parle aujourd'hui de bâtiments bas carbone, tu l'as évoqué très largement juste avant. Est-ce qu'à terme l'idée c'est que les villes dans leur globalité deviennent neutres en carbone ? Bonne question. Je ne sais pas si une ville peut demain être neutre en carbone. Par contre, ce qui est certain, c'est que la ville va travailler à son économie des ressources. Il faut qu'elle soit économe en ressources et dans tous les sens du terme. Et à ce titre-là, tout à l'heure, on parlait d'intelligence collective. Les secteurs d'activité doivent travailler ensemble pour apporter finalement des nouvelles réponses pour ce territoire économe en ressources. À titre d'illustration, ça peut être tout simplement, et d'ailleurs ça commence à émerger, tout ce qui est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, dès qu'on partage. Enfin, on l'a vu, on partage des véhicules, de plus en plus on va partager des espaces. Des bureaux. On est dans la logique de mutualisation, exactement, de bureaux, de parking, de salles de réunion, etc. Demain, de restauration, de toiture, enfin je ne sais pas. Donc là, on évite de reconstruire, de rebâtir, etc. parce qu'on sait mieux partager. On sait mieux partager aussi parce que les technologies nous disent c'est disponible, c'est pas disponible, je peux réserver, pas réserver. Enfin, donc ça donne beaucoup de fluidité aussi à l'expérience utilisateur. La technologie peut aussi avoir un impact positif, par exemple, sur le lien qu'il y a entre l'énergie, la mobilité et l'immobilier. Si je prends les véhicules électriques qui sont en train de se développer énormément, on peut aussi considérer que le véhicule électrique n'est pas uniquement un objet de mobilité, mais on pourrait très bien le considérer comme une batterie mobile. Et donc ça, c'est des vrais sujets d'avenir. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous à 20h le soir avec votre véhicule électrique. Chargé, ou en tout cas partiellement chargé, enfin suffisamment chargé. Et puis comme vous rentrez dans votre copropriété, et puis finalement chacun va, allumer son four, allumer sa télévision, etc. Enfin, en général, le soir, il commence à y avoir un pic de consommation d'électricité. Et donc plutôt que d'aller relancer une centrale quelque part pour écrêter ce pic, on peut tout à fait imaginer, et ça existe aujourd'hui, techniquement c'est possible, à aller chercher de l'énergie, de l'électricité dans les batteries des véhicules électriques qui sont branchés. Donc là, c'est un changement de paradigme. En fait, c'est d'aller puiser de l'énergie dans les véhicules électriques pour le redistribuer au foyer, c'est ça ? Exactement. Donc on peut se dire, je sais pas, entre 20h et minuit, mon véhicule est disponible pour aider à écrêter, et puis à partir de minuit, mon véhicule commencera à se recharger en électricité. Voilà. Donc arrivent ces notions qu'on appelle à la fois de smart charging, donc c'est charger au bon moment pour éviter soit des appels de puissance trop importantes dans l'immeuble, soit globalement éviter de relancer une centrale, et puis même carrément écréter en effet à travers ce qu'on appelle dans notre jargon le V2G, c'est-à-dire le véhicule to grid, c'est-à-dire du véhicule vers le réseau électrique. Est-ce que ça c'est un futur proche ? Est-ce qu'on peut l'imaginer vraiment dans la prochaine décennie c'est ce que je vous disais.
techniquement, tout ça existe Tout déjà. Ça existe, ouais. Tout ça est tout à fait possible. Donc ensuite, le sujet sont souvent des sujets de réglementaires, de jeux d'acteurs, etc., de modèles économiques à trouver, les systèmes de rémunération. Parce que là, on va arriver dans des logiques un peu qui se développent de plus en plus, de micro-rémunération. Je me fais rémunérer un peu parce que je laisse mon véhicule en astreinte, je me fais rémunérer parce que vous avez pompé de l'énergie dans mon véhicule, etc. Donc il y a des choses encore qui doivent se mettre en place. J'ai tendance à penser quand même que le plus dur est fait quand techniquement on a déjà des réponses. Ouais. Sabine, si on s'était vu il y a 20 ans, on aurait pu penser que c'était un film de science-fiction, ce que tu nous dis là, mais en fait, c'est quand même à portée de main. Malgré tout, il y a quand même l'habitant, enfin l'individu en tant que tel. Est-ce qu'on impose à l'individu cette transformation ou est-ce qu'il faut l'accompagner ? Je crois savoir à peu près la réponse, mais comment ça s'opère finalement, cette transformation auprès de l'habitant ? En fait, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Ouais. C'est-à-dire que le caractère d'urgence qui s'impose à nous fait qu'il va falloir imposer un certain nombre de choses, je pense. Okay. Et d'ailleurs, nous, on le voit en tant qu'entreprise, d'un point de vue réglementaire. Ça a beaucoup d'impact, en fait, sur la façon dont on doit maintenant avoir une approche qu'on appelle, excusez-moi pour le jargon, en double matérialité. C'est-à-dire vraiment, on regarde les impacts financiers, on regarde les impacts de l'entreprise d'un point de vue environnemental et social, et on est évalué là-dessus. Et donc ça, c'est déjà un premier shift qui s'est opéré. Donc oui, il va falloir, ce qu'on impose aux entreprises va s'imposer naturellement aussi, je pense, aux habitants. Mais concrètement, des transformations aussi lourdes ne peuvent pas que s'imposer. Il faut y adhérer, il faut les comprendre, il faut en être partie prenante. Et c'est pour ça que je dis toujours que ces transformations ne peuvent pas s'imposer, mais ne peuvent pas se décréter, mais s'accompagner. Et c'est la clé. Il faut qu'on vote pour le projet d'une ville plus responsable en réalité. Donc que tout le monde soit d'accord avec ça. Très bien. Merci Sabine. Merci d'avoir participé au podcast Bâtiments du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Lionel Merck, directeur clientèle France pour les segments hôtel et real estate. Bonjour Lionel. Bonjour Laurent. Lionel, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsqu'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Selon moi, on ne peut pas le faire seul. Nous devons électrifier nos usages, nous digitaliser pour percevoir un bâtiment durable, efficace, résilient et humain. Schneider Electric accompagne les marchés de l'immobilier et de l'hôtellerie sur les enjeux de transformation. Tout est là. Les solutions sont là, elles existent, alors n'attendez plus pour sauter le pas. Comment entrer en contact avec nous ? Très simple, rendez-vous sur le site internet www.se.com ou sur mon profil LinkedIn. C'est très clair, merci Lionel. Merci Laurent.